Salut à tous, bienvenue. Vous le connaissez sûrement, le Rav Yaakov Sitruk nous fait l'honneur de venir nous visiter pour nous parler de son association Aleph Ledorot. Oui, vous connaissez peut-être l'association, mais peut-être pas dans les détails. Bonjour, bonjour Yaakov Sitruk, on est ravis de vous accueillir. Bonjour, merci beaucoup, moi aussi. Eh bien, de rien. Donc, bien évidemment, vous êtes le fils du Rav Sitruk, Zichrono Livracha. Et on voulait d'abord connaître la signification du nom que vous avez choisi pour votre association. Alors, on va commencer par le commencement. Lorsque nous avons eu l'idée de créer l'association Aleph Ledorot, c'était quelque temps après que mon père ait fondé à Paris le centre Aleph. À Neuilly. Alors il avait appelé Aleph à l'époque parce que d'abord c'était la première lettre de l'alphabet et il voulait commencer comme vous par le commencement. Et deuxièmement parce que le mot Aleph ça veut dire enseigner. Les Aleph. En hébreu moderne par exemple quand on veut dresser un animal on dit les Aleph. Un champion ça se dit Alouf. Et donc il avait choisi ce nom. Alors moi, quand j'ai fondé Aleph Ledorot, je lui ai proposé de faire Aleph, mais Ledorot, ça veut dire pour les générations. D'accord, c'était une espèce de continuité de son action en Israël, ou c'était plutôt pour l'attirer vers vous et le faire monter en Israël? Sans doute un peu des deux. Un peu des deux. Alors, ce centre-là, pourquoi vous avez décidé de le monter et quel était le concept à la base? Alors d'abord, il faut savoir que à l'origine, Aleph Ledorot, c'est pas un centre. Une association. Voilà, c'est une association, c'est-à-dire c'est une idée. On a créé une structure qui allait après donner notamment un centre avec une synagogue. Nous allons en parler dans un instant. Mais à l'origine, il y a une idée. L'idée elle remonte au moment de Malia, ça veut dire en juillet 1987. Je venais de quitter mes parents, donc 4 heures plus tôt, j'atterris en Israël. Et puis je m'adresse à la personne qui est à la police des frontières. Elle me dit quelque chose que je comprends pas. Je parlais l'hébreu, j'écrivais l'hébreu, je lisais l'hébreu, mais... Vous étiez tout jeune, vous aviez 17, 18 ans. Voilà, exactement. Okay, d'accord. Mais je pratiquais pas l'hébreu comme un Israélien. Alors je comprends pas ce qu'elle me dit, elle me tend un papier, donc à l'époque, il fallait remplir un petit formulaire qu'on nous donnait dans l'avion, mais j'avais pas fait attention. Bon, évidemment, elle est un peu vive. Moi, je suis un peu fatigué. Il était un peu énervé, faut le dire. Okay. Je remplis mon papier en hébreu, correctement. Et quand je lui rends, je l'entends dire à sa camarade, et là, je comprends. Je l'entends dire, tu as vu ce religieux, parler, il sait pas, mais écrire, il sait, Sous-entendu, il fait exprès de ne pas comprendre. Alors, je sais pas ce qu'elle voulait sous-entendre, mais moi, c'est le mot religieux qui m'a frappé de plein fouet. Et vous avez pris votre premier tag. Exactement. En Israël. Voilà, exactement. L'atterrissage brutal. Et je dois vous dire qu'à l'époque, j'étais pas sûr de faire mon avenir. Je voyais pas forcément mon avenir en Israël. J'étais venu pour étudier à la Yeshiva. Parce que quoi? Parce que c'était le parcours logique? Parce que c'était là qu'on étudiait le mieux? Parce que c'était mon ambition d'étudier, tout simplement, d'acquérir des connaissances, d'avoir un niveau en études, dans l'étude de la Torah, etc. Et on peut pas le faire mieux qu'en Israël. Mais vous n'aviez pas d'attachement particulier avec ce pays? Exactement. Il faut aussi que vous sachiez que mon père avait été élu 1 mois plus tôt en main de France. Donc s'ouvrait un avenir plein d'inconnus, palpitants, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc forcément pour vous. Donc voilà, moi je me disais, peut-être que ce qui serait bien, c'est qu'un jour je puisse revenir en Israël, devenir rabbin en France, revenir d'Israël, être rabbin en France, à ses côtés. Mais vous allez voir que la suite va se dérouler différemment. Et donc je suis profondément choqué d'être presque insulté. Parce que je suis religieux. Fonctionnaire, voilà. On va dire. Et je me dis comme ça, que j'avais 18 ans, il ne m'était jamais arrivé de me faire insulter en France, que ni sale juif, ni quoi que ce soit. Mais là, on m'a dit un petit peu sale religieux, quoi. Et je suis sorti de l'aéroport, 2 membres de ma famille m'attendaient, je leur ai raconté l'histoire et je leur ai dit comme ça, si je dois rester en Israël, c'est ça que j'aimerais essayer de changer. Les préjugés qu'on peut avoir sur les religions. Exactement. Ce fossé qu'il y a entre deux. Vous voyez, vous arrivez en Israël, c'est super, il y a que des juifs. Et puis tout d'un coup, on regarde, il y a des juifs différents. Voilà, il y a des juifs comme ceci, et toi t'es un juif comme cela. Et ça, j'ai eu du mal à encaisser.
Donc l'idée. Donc c'est resté comme ça en vous, quoi, cette idée-là. Complètement. Pendant longtemps. C'est pas encore parti. Hein. Mais attention, je cultive. Je ne veux pas m'habituer à ça. Voyons, on sort d'une période électorale, je refuse complètement. On n'a pas fini, on n'a pas fini. Oui, vous me tendez la perche, je vais vous poser la question, attention. La question qui tue pour qui vous votez. Vous toujours essayer. Toujours est-il que, justement, je refuse cet état de fait en Israël où il y a des clivages, qui divisent pour rien, enfin bref, peu importe, c'est un autre débat. Et donc l'idée, l'envie d'enseigner la Torah, et d'enseigner une Torah, comme on dit en hébreu, netto. Vous voyez, apprendre la Torah, la découvrir, savoir ce que c'est, qu'on soit pratiquant, pas pratiquant, séfarade, ashkénaze, quelles que soient nos trajectoires et nos parcours, il y a un enseignement, il y a un verset magnifique qui dit « Ki lekartov natati lachem ». Je vous ai donné une bonne marchandise. Voilà, moi je rêve que à l'issue d'un cours, on me dise c'est une bonne marchandise. C'est tout ce qui compte. Donc vous avez étudié dans une yeshiva, et ça aussi c'était une chance d'être tombé dans une yeshiva un peu populaire, on va dire, une yeshiva séfarade où il y avait beaucoup de gens de familles défavorisées. Ils étaient charedim, mais ils étaient tellement fiers d'être israéliens. Exactement. Vous avez résumé la situation. Mon père avait un maître qui s'appelait le Rav Toledano, un des Rav Toledano, qui lui avait dit « Envoie-moi ton fils, je m'occuperai de lui personnellement ». Et il m'a pas lâché. J'ai étudié 4 ans. Il a étudié avec moi tous les jours pendant 4 ans. Et lui s'était fixé comme objectif d'aller ramasser des élèves dans des villes défavorisées d'Israël à l'époque, la périphérie comme on dit. Et donc c'était des gens simples, des fois des gens très très doués, mais qui n'en avaient pas donné la chance de faire des études. Et puis là, il s'épanouissait dans cette yeshiva. Et comme vous dites, c'est un milieu haridi, donc pas forcément milieu sioniste au sens où on l'entend, mais extraordinairement fier d'être israélien. J'aime raconter que, à l'époque, les Israéliens, quand on leur disait Chutz Laaretz, on pouvait leur raconter n'importe quoi. Alors ils étaient comme ça, des fois un peu rêveurs, mais jamais envieux. C'est-à-dire que voilà, ils étaient fiers d'être israéliens et pour rien au monde ils auraient échangé leur place. Voilà, et ça a été contagieux. Et au fur et à mesure, leur amour d'Israël vous a contaminé. Je sais pas si c'est le mot l'amour d'Israël, mais le bonheur d'être là. Vous voyez? Et un peu l'amour d'Israël quand même. Sans doute, mais pour des gens qui connaissent pas autre chose, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça veut dire que au fur et à mesure, je prenais mes bus, je voyageais beaucoup puisque j'étais dans un patelin qui s'appelle Be'er Yaakov, toute ma famille était à Jérusalem. Et puis voilà, j'étais dans la société israélienne, j'étais content d'être là. Et au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai vu mon avenir ici. Donc vous avez oublié vos rêves d'aller épauler votre père en France. J'en ai eu d'autres. Dit, je vais faire autre chose, mais ici. Exactement. Ici. Alors pourquoi vous lancez dans la création d'une association? C'est quand même, c'est pas évident déjà, mais c'est quoi? C'est pour donner des repères aux francophones qui débarquaient ici, qui étaient un peu paumés. Voilà, exactement. Si vous voulez, j'avais quand même un avantage, c'est que j'avais un nom connu. Ok, il y avait beaucoup de gens qui venaient en Israël, qui avaient à un moment ou un autre rencontré mon père, et donc quelque part, il s'allait rassurer de savoir que lui m'avait tendu ce flambeau et que j'essayais moi à mon niveau de perpétuer ce qu'il avait entamé chez eux. Donc on organisait à l'époque on organisait des cours, ça marchait. On organisait des shabbats pleins pour les jeunes, on était toujours débordés. Et puis au fur et à mesure, voilà, la structure s'est créée tout doucement. Une personne qui est venue travailler avec moi, puis une deuxième, etc. Combien vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est un staff de 10 personnes. Okay. D'accord. Maintenant, il faut savoir que j'ai aussi tout un groupe d'amis en France qui, depuis le début, me soutient. Voilà. Et donc tous les ans, on fait une soirée pour lever des fonds. Et tous les ans, ils sont là, ils m'encouragent. Et bon, ça fait 20 ans maintenant. Vous voyez, j'avais 20 ans de moins. Ils y ont cru. Ce sont des gens qui n'ont pas fait leur alia, d'accord, pour l'énorme majorité de ce groupe-là, mais qui ont comme ça un idéal
sionistes, l'avenir est en Israël, etc., etc. Donc quelque part, c'est leur façon à eux aussi de contribuer, de contribuer à cela. Alors aujourd'hui, Aleph les Dorot, on va dire que c'est quatre pôles d'activité, on va dire ça comme ça. Vous avez un siège à Jérusalem, une synagogue à Tel Aviv, des conférences un peu partout, et vous avez aussi un volet social dans cette association. Alors le centre de Jérusalem, comment ça fonctionne? Il y a une synagogue, il y a des cours tous les jours, on peut venir à n'importe quelle heure, on trouvera toujours quelqu'un? Absolument. Alors, si vous voulez, on va retracer rapidement l'histoire. On a ouvert ce centre il y a 17 ans. À l'époque, c'était juste un centre d'études avec nos bureaux. Et puis, au fur et à mesure, il y a un ami qui a acheté l'appartement, donc on a pris celui d'à côté, et puis il a acheté celui d'à côté, donc chaque fois il nous disait, il n'y a plus de loyer, donc on a loué celui d'en haut. Bref, donc aujourd'hui, on a des locaux qui sont vastes et agréables, dans lesquels il y a au premier étage une synagogue, donc c'est normal, on fiche le matin, l'après-midi, Shabbat, etc. Et puis au deuxième étage, une grande salle d'études avec nos bureaux. Il y a un kollel, j'imagine. Voilà, donc dans cette salle d'études, il y a un kollel une partie de la journée. L'autre partie de la journée, il y a des rabbins, des rabbinines qui sont là et qui donnent des cours qui sont pas, proprement parler, c'est pas proprement un kollel, ce sont des gens qui travaillent, mais une partie de la journée, donnent des cours à qui? À tout le monde? À des adolescents? À des, non, alors, le matin, à des hommes qui ont envie d'étudier? À des gens qui ont besoin de, je sais pas. Alors attention, le matin, ce qu'il a maintenant, mais ça évolue constamment. Pour l'instant, ce sont des cours pour des messieurs. D'accord. Donc en général, ce sont des gens qui travaillent, ou bien des gens qui sont à la retraite, ou qui travaillent plus. Enfin bref, il y a de tout. Ils consacrent une partie de leur journée à l'étude de la Torah, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et ça, c'est pour le matin. L'après-midi, il y a un autre groupe de rabbins, et donc là, il y a des cours un peu pour tout le monde. Il y a aussi des cours pour femmes, il y a des cours pour les célibataires, il y a des cours pour ceux qui le veulent, etc. Je crois qu'on se marie pas mal chez Aleph les Dorot. On essaye. On essaye. Et je peux vous dire, à votre honneur. Je peux vous dire une chose, c'est que les célibataires qui nous fréquentent savent que je les lâche pas. C'est un objectif pour moi. Oui, mais vous avez bien raison. Merci. Vous avez bien raison. Donc, on a compris, un kollel, une synagogue, des cours. Voilà, donc un centre d'études, on va dire. D'accord. Un mot, un centre d'études. Et il y a nos bureaux. Alors, dans nos bureaux, il y a donc du personnel qui travaille. Et de là, donc, on va dire, c'est là qu'on dirige un petit peu tous les autres volets. Donc, vous avez brièvement parlé. Alors, il y a une synagogue à Tel Aviv depuis quand? Alors, la synagogue à Tel Aviv, elle existe depuis 1 an et demi environ. Celui qui l'anime, c'est mon jeune frère. Ouais. Donc, il lui a étudié aussi de nombreuses années en yeshiva et au kollel. Et puis, qui, récemment s'est dit, je veux absolument me lancer. Et donc tous les Shabbats, il y a un office, des repas de Shabbat. C'est difficile de dire en nombre de familles. Mais disons que tous les Shabbats, il y a entre 50 et 80 personnes qui sont dans la synagogue. C'est pas mal pour une synagogue récente. Des francophones, j'imagine. Des francophones, absolument. Il faut savoir qu'en fait, on a investi une synagogue qui existait déjà, mais qui avait pas vraiment minyan, mais dans laquelle il y a que des Israéliens, un peu âgés, c'est vrai. Mais comme on est sur la rue Rothschild, ce que mon frère a initié depuis quelque temps, c'est que le vendredi soir, ils font kidouche sur le trottoir. Ah, c'est trop sympa. Et il se passe des choses absolument incroyables. Mais j'imagine. C'est quel numéro? C'est 124 Sderot Rothschild. Et puis là, vous avez des gens qui s'arrêtent en vélo, en voiture, en ce que vous voulez. Évidemment, des Israéliens, qu'est-ce qui se passe? On peut faire kidouche. Et des scènes absolument incroyables. C'est très émouvant ce que vous racontez parce que ça fait plaisir de voir des gens des sachants, voilà, qui font du lien avec ceux qui ne savent pas ou ceux qui ont oublié. Vous savez, savoir, c'est un privilège. Comme tous les privilèges, il faut les partager. Sinon, tout le monde ne pense pas comme vous. Ah, peut-être. Donc, ça nous fait plaisir, voilà. Donc, vous donnez bien sûr aussi tous les jours des cours de Torah dans cette synagogue à Rothschild à Tel Aviv. Pour tout le monde, mixte? Il y a de tout. Il y a des cours de Gemara pour hommes, il y a des cours mixtes. Je sais que par exemple, le dimanche soir, il y a une conférence que mon frère donne qui est mixte, c'est un public plutôt jeune. Moi-même, je donne une conférence là-bas le mardi soir, mixte, c'est un petit peu moins jeune, mais c'est très mélangé, etc., etc. Voilà. D'accord. Il y a aussi un petit, alors il y a aussi une activité qui est très intéressante, c'est que tous les après-midi, nous recevons une dizaine d'enfants, donc qui viennent après l'école. Donc il y a à Tel Aviv là-bas, ce centre. Donc je crois qu'ils arrivent à 14h, de 14h à 18h, ils font leurs devoirs, ils ont des travaux manuels, ils ont un petit peu de cours on va dire de Torah, mais vraiment basique quoi, mais pour des enfants. Et puis le projet, si Dieu veut après, c'est de leur faire certaines activités, même du social.
Donc d'aller leur du bénévolat. voilà, c'est des tout petits enfants, mais d'aller leur faire visiter des personnes âgées, des rescapés de la Shoah. Donc le projet c'est quand même élargi, voilà, on va dire. Voilà. Au présent, il s'élargit. Il s'élargit, pardon. Donc évidemment, dans la même continuation, vous faites des conférences quand on vous appelle, quand on a besoin de vous, vous vous déplacez. Absolument. J'ai des conférences régulières, et puis à part ça, j'ai des conférences périodiques, une fois tous les mois, une fois un peu partout. Voilà. Et puis évidemment, vous avez un volet social, c'est-à-dire que vous vous occupez, on va dire de façon ponctuelle et pas toujours suivie, mais environ, on peut donner ce chiffre-là, d'une centaine de familles. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Alors, il faut savoir qu'on a commencé cette activité il y a très longtemps. Il y a peut-être une vingtaine d'années, et je crois pouvoir dire que on a rassemblé énormément de jeunes qui seraient pas venus à des cours de Torah, mais qui étaient intéressés par faire du bénévolat. Okay. Et là, par contre, à cette époque-là, on y allait régulièrement. On a fait rencontrer des bénévoles et des familles, des liens sont créés, etc. Ça a duré un certain temps. On a un petit peu levé le pied sur cette activité. Ce n'est pas notre raison d'être première. Voilà, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. C'est pas notre vocation, mais c'est important parce que je crois que dans l'enseignement de Torah, il y a aussi l'exemple qu'on donne. Mm-hmm. Et quand on donne des cours de Torah à quelqu'un, puis qu'après on lui dit bon, maintenant va visiter telle famille ou tel malade dans tel hôpital, alors tout de suite l'enseignement il prend une autre dimension. C'est sûr. Voilà. Je crois aussi que le fait de suivre le cours de la part d'un rave et de voir ce rave portant des paquets et aller avec des gens chez des familles nécessiteuses ou dans des hôpitaux, je crois que ça donne aussi une image que je veux qui est important pour vous. Voilà, que je veux communiquer. Pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il pensait votre père? Je suis obligée de vous poser la question du développement des activités d'Aleph les Doroth. Il a bien connu tout ce que vous avez fait. Il vous a bien suivi. Je vais vous dire, notre père est niftar maintenant il y a 2 ans. Ouais. Mais jusqu'au dernier jour. Mais quand je dis au dernier jour, je n'exagère pas, le dernier jour, le dernier matin. C'est pas qu'il pensait ceci ou cela, c'est qu'on n'a jamais rien fait sans lui. Et il nous a indiqué ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, comment le faire. Vous avez parlé de politique tout à l'heure, enfin vous avez failli en parler. On va en parler. C'est un sujet, par exemple, sur lequel il a été très très strict. Il m'a dit, t'es rabbin, je voudrais que jamais tu te mêles de politique. Vous voyez, donc il y a comme ça, il y a à la fois des grands principes qui nous ont enseignés, et à la fois dans les détails. Ah quand même, c'est incroyable parce que quand on voit comment, je parle de Jérusalem parce c'est une ville assez emblématique et qui représente un peu tout ce qui se passe d'un point de vue national. Quand on entend tous ces appels des rabbins à voter ou à soutenir un candidat en particulier, ça vous fait quoi quand on a reçu un enseignement comme ça de son papa qui va un peu à l'inverse de tout ça? Regardez, je vais vous dire. Vous avez vu, je suis gentil, je ne vous demande pas pour qui vous votez. Mais je vais vous dire, en fait, c'est pas tant le fait qu'un rabbin demande qu'on vote pour telle ou telle personne qui puisse me poser problème. Ça, à la limite, je comprends. Je comprends qu'un rabbin, on lui pose aussi cette question. Mm-hmm. Moi, on vient souvent me demander, qu'est-ce que vous en pensez? En général, j'essaie d'esquiver, mais je comprends qu'on pose la question à un rabbin. Ce qui me dérange plus, c'est que je ne veux pas juger, parce que je n'ai pas la compétence pour proposer une autre solution. Mais ce qui me désole beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on associe rabbin à courant et parti politique. Et c'est devenu indissociable. Mm-hmm. Vous voyez, et ça, je crois que quelque part, c'est un peu un échec. Pourquoi? Parce que moi, je suis convaincu aujourd'hui que si je suis un rabbin avec une kippa de telle couleur sur la tête, donc forcément, il y a telle et telle personne qui voudront pas écouter mon enseignement. Exact. Voilà, et ça me dérange parce que ça n'a strictement rien à voir. Ouais, c'est pourtant une réalité. Et malheureusement. Voilà. Ouais. Alors comment faire, je ne sais pas. Je vais vous dire. Des qui peuvent bariolés, peut-être. Non, mais je vais vous dire, je suis de ceux qui pensent que on n'est pas toujours habilité à donner des conseils. Et quand on n'est pas compétent, il vaut mieux se taire. Donc je ne vais pas donner des conseils. Bon, au moins on peut aller voter. Ah, mais évidemment, il faut aller voter. D'accord, parce qu'il y en a plein qui sont tellement. Ah non, il faut aller voter, c'est important. C'est important. Et après, il y a des convictions. J'ai les miennes, vous avez les vôtres. Peut-être c'est les mêmes, peu importe. C'est pas ça qui doit
changer quelque chose dans nos rapports, quoi, voilà. D'accord. Bon, en tout cas, c'était important de mettre cette association Aleph les Doroth en lumière parce que après tout, elle a été déjà créée il y a quelques années. Il y a beaucoup de Français qui débarquent, qui sont un peu paumés parce que c'est pas toujours évident de trouver son minyan en Israël. On entend souvent des histoires de familles qui cherchent pendant des mois, des années, voire avant de trouver une vraie communauté où tout simplement on se sent bien. Alors c'est alors important. moi là je milite par contre parce que j'encourage les gens à trouver une communauté qui leur correspond. Et si celle qui leur correspond c'est une communauté francophone, faut pas être complexé, faut pas avoir honte. Au contraire. On a besoin de cette ambiance, on a besoin de ces repères, on a besoin de cet échange. Et je crois pas du tout que les gens qui restent entre Français connaissent des aliotes moins réussis que les autres. Voilà, ça c'est ma conviction. Bon, puis on peut aller prier à la synagogue entre Français et puis travailler après dans la société israélienne, dans une société israélienne, en hébreu. On peut faire. C'est vrai, il y a beaucoup de mélanges qui sont possibles. La suite d'Aleph les Doroth, c'est quoi? Bah écoutez, quand on regarde le parcours qu'a suivi Aleph les Doroth depuis 20 ans, puisqu'on l'a créé en 98, on se rend compte que il y a eu beaucoup d'évolutions. C'est quoi évolution? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous savez, la société israélienne a beaucoup changé en 20 ans. Et encore plus en 30 ans, moi ça fait plus de 30 ans que je suis là. Donc la suite d'Aleph les Doroth, ça va être ce qui va se passer. Je vous donne un exemple. Je donne cours à Tel Aviv, le cours du mardi soir, ça fait plus de 20 ans que je le donne. J'aurais jamais pensé, il y a 20 ans, faire une synagogue pour les Français à Tel Aviv. Jamais? Jamais. Pourquoi vous pensiez que... Parce qu'il y avait beaucoup moins de Français. Ouais. Parce que les Français qui venaient à Tel Aviv ne voulaient pas aller à la synagogue à l'époque. Mm-hmm. Aujourd'hui, la réalité a complètement changé. Donc si demain, il faudra ouvrir une synagogue à Beersheva ou à Holon ou à Tzfat, on sera là. Ok. Bon, il a toujours plein d'envie et plein d'allant, le Rav Yaakov Sitruk. On vous souhaite que ça continue comme ça jusqu'à 120 ans. Merci d'être venu et longue vie alors à Aleph les Doroth. Amen. Merci beaucoup. Et à Kalita aussi. Merci. À bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiokalita.com.